Alors je vais quand même vous infliger le plan de l'exposé. Premièrement, je parlerai de la méthode de création, au sens extrêmement strict et technique. Ensuite, en deuxième partie, le rattachement au mouvement surréaliste, à travers essentiellement Marcel Duchamp et André Breton. Enfin, l'aventure humaine qui a fondé ce travail. Et en quatrième, un exemple, la Piété d'Avignon, dans le Guerre en carton, qui figure à l'exposition et dont je commenterai les images. Alors, élaboration des dessins. D'abord, je choisis une image pour différentes raisons. Ça peut être une intuition, ça peut être, tiens, je vois l'angle de 37 degrés, tiens, etc. Une demande, un pari. Nature de l'image, c'est une photo, un dessin, une œuvre d'artiste, ou même un ensemble de points ou de taches. Il m'est arrivé de faire la photo du bras de ma fille qui avait des taches de rousseur. Elle m'a dit, mais papa, peut-être sur mes points, il y a 37 et tout. Je l'ai fait et ça y était en plus. Formidable. Alors, l'élaboration du dessin est extrêmement rigoureuse et je vous en donne le contenu. Parce que les gens disent souvent, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de travail. Non, c'est extrêmement simple dans la formulation en tout cas. Je commence par repérer sur l'image tous les angles de 37 degrés, ou de 3 x 37, et je les trace sur l'image avec leur bisectrice. J'obtiens ainsi alors vous me direz comment vous les repérez. Je promène un calque sur l'image, et si je vois par exemple un pli de vêtements avec le bras d'une personne à côté qui fait 37 degrés, je le mets en ce sens-là. Je suis totalement surréaliste, entre guillemets, puisque j'associe des éléments qui n'ont aucun rapport de causalité entre eux. C'est pas comme l'écriture automatique, mais ça s'en rapproche de cette façon-là. J'obtiens ainsi un semis de points qui sont les sommets de ces angles. L'image à ce moment-là disparaît, je n'en tiens plus compte, et je travaille uniquement sur les semis de points. L'image a disparu pour moi, je ne travaille plus dessus, elle va réapparaître à la fin du travail géométrique comme en quelque sorte le fond qui donne le côté, entre guillemets, artistique de la chose. Alors ensuite, et c'est là que le hasard objectif commence à intervenir, je recherche les angles de 37 degrés dont le sommet sera l'un des sommets précédents et dont les côtés passeraient par deux autres de ces sommets. Normalement, la probabilité pour que ça se passe est assez faible. Il m'est arrivé, avec 11 premiers sommets de 37 degrés, de trouver 15 nouveaux sommets en passant comme ça, ce qui est un comble, parce que c'est un paradoxe de l'organisation du plan. Ensuite, je recherche parmi les angles de 37 degrés celui qui me conduira à une figure que j'ai appelée Vulcain, qui se trouve une espèce de flèche que vous avez vu à l'exposition, dont les trois angles sont de 37 degrés. Alors là, il y a une procédure. Je décide que cette figure n'est valable que si elle s'inscrit déjà dans la toile d'araignée géométrique précédente. C'est-à-dire que jamais elle ne s'impose de mon fait, elle sort de l'image à partir de la toile d'araignée. Après, je mets des couleurs qui correspondent à ces trois étapes, car au début, quand j'ai fait ce travail, ce n'était que des expériences. Et donc, je voulais montrer première couche d'angle, deuxième couche d'angle, troisième résultat, et je mettais des couleurs différentes pour traduire, pour qu'on puisse lire la chose, qui est quand même complexe au niveau de la géométrie. Mais aucun but esthétique. Et puis des amis m'ont dit, mais écoute, c'est beau ce que tu fais. Ah bon? Alors à ce moment-là, on commençait les expositions. Et enfin, la présence de l'image comme fond crée l'œuvre, bien qu'elle n'ait été utilisée qu'en première étape. Vous voyez? Alors je pense qu'avec cette explication, vous savez exactement comment je travaille. Alors maintenant, le rattachement au mouvement surréaliste. Il est multiple. D'abord du côté de Duchamp. Duchamp a été, alors je vous lis un petit passage, c'est une petite biographie sur Duchamp. Vers la fin de 1912, Picabia fait jouer ses relations pour dénicher à Duchamp un poste de bibliothécaire à Sainte-Geneviève, à Paris, où il travaille jusqu'en mai 1914. Là, non seulement Duchamp touche un petit salaire, mais il peut se retrancher dans le royaume de l'érudit, loin du monde de la peinture. Il se plonge dans les mathématiques et la physique, où de récentes découvertes viennent d'ébranler les fondations de la pensée scientifique. Car à cette époque, on sort complètement de la période en quelque sorte dure des sciences,
qui venait de Descartes, Galilée, etc., où un corps était un corps plein qui avait un poids, etc., où toutes les choses étaient relativement simples, et où les relations mathématiques, notamment celles de Galilée, allaient d'elles-mêmes une fois qu'on les avait trouvées. À cette époque, on découvre qu'il y a des ondes, qu'il y a des corpuscules, que la matière est vide, que même en mathématiques, le concept de coupure fait qu'on ne sait jamais si on a le droit de mettre un point à cet endroit ou pas. Bref, Duchamp, qui n'était pas mathématicien vraiment, ça se comprend dans ses écrits, hein, c'est un peu limite, mais il a pris ça d'une façon imaginative et pataphysique. C'est-à-dire que quand Poincaré expliquait que les lois censées gouverner la matière et son comportement étaient le pur produit de l'esprit de ceux qui le comprennent, Poincaré avait une formulation tout à fait précise en mathématiques qui ne remettait rien en cause de ce qui s'était passé avant, alors que Duchamp, lisant ça, formidable, les mathématiques sont mystérieuses, etc. Et donc, dans le surréalisme, l'inscription s'est faite de ces relations mathématiques, en relation d'ailleurs avec Jarry, la pataphysique. Trouvez donc, à partir des mathématiques et de la physique et de tout ce qui se passe dans le monde, des relations qui auraient une espèce d'apparence scientifique, bien qu'elles n'en soient pas. Voilà. Alors, donc Duchamp, déjà, le rapport avec ça, puisque je parle de mathématiques. Par ailleurs, Duchamp, avec cette idée que le plan du tableau n'est pas valable, c'est une limite terrible. Si on regarde les mouvements de la peinture, avec l'impressionnisme, le cubisme, le fauvisme, etc., le plan du tableau n'était pas remis en cause, pas plus que le concept de l'esthétique. Vous voulez faire quelque chose de beau, entre guillemets beau, mais qui obéisse à d'autres critères que les critères, en gros, de l'art Pompier d'avant ou que l'art précédent, que l'art classique, en quelque sorte. Mais Duchamp va plus loin. Il prend prétexte de cette difficulté des sciences à définir bien leur objet, il prend prétexte du cinéma qui montre des successions d'images qui finalement représentent avec davantage de fidélité un corps en mouvement qu'une simple photo. Donc il fait éclater tout ça. Il dit en plus l'esthétique, j'en veux plus, d'où ses inventions et sa peinture en quelque sorte. Alors, en ce qui me concerne, la différence qui se passe avec Duchamp, c'est que, si j'ose me permettre cette comparaison un peu grandiose, c'est que lui est pataphysique jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il utilise les mathématiques, il va mettre des axes de coordonnées sur ses dessins, mais comme ça. Alors que le travail de géométrie que je fais est d'une rigueur scientifique absolue. Là où je suis pataphysique, c'est dans la collecte des informations, mais une fois que le dessin est sur la table, je suis rigoureusement scientifique. Et c'est cette opposition qui m'intéresse et qui m'amuse en quelque sorte. C'est également cette opposition qui me vaut parfois quelques sarcasmes. Voilà. Alors, par ailleurs, Duchamp, sans être au niveau de Breton pour le hasard objectif, utilise quand même le hasard. Par exemple, je vous lis quelques lignes. En 1913, Duchamp construit un étrange objet qui restera un de ses œuvres favorites et marque sa rupture définitive avec l'art tel qu'on le conçoit. 3 stoppages étalons et 3 standards stoppages. Ce n'est ni une sculpture, ni une peinture, mais une boîte contenant une idée. Une application de cette idée est la loi qui en résulte. C'est le fruit d'une expérience. Tout ce que je fais, c'est des expériences. Une expérience conduite en laissant tomber 3 fils à coudre d'1 mètre de long d'une hauteur d'1 mètre. Ils ont atterri sur une toile peinte en formant 3 courbes aléatoires, aussi gracieuses que les silhouettes de nus de Matisse. Duchamp les a ensuite collées avec du vernis sur des bandes de toile monochromes bleu noirâtre. Vous voyez là que Duchamp confie à la vie et à ses hasards de production la source d'un événement artistique. Voilà. Alors, maintenant, regardons le rapport André Breton, si vous voulez. Il se trouve que André Breton était ouvert à des domaines archaïques ou sulfureux, comme l'astrologie, l'ésotérisme et la numérologie.
André Breton, quoique agnostique, s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme, à l'alchimie, etc., etc., chamanisme, croyance primitive. Il ne voulait rien exclure de ce qui est humain et pensait qu'il existe bien un mystère du monde, pour moi c'est fondamental cette idée de mystère du monde, et un invisible qu'il faut savoir saisir, quitte à ne pas l'interpréter, mais au moins le saisir. Et là, si vous me permettez, mais depuis tout enfant, j'avais le sentiment de cet invisible du monde. Ça remonte à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, j'ai des souvenirs précis là-dessus, qui se sont accentués et qui... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que, bon, le monde, j'étais très sensible à ce qui se passait, à la couleur, à la beauté, aux événements, etc. Et je me rendais compte que je ne pouvais pas saisir tout ce que cela représentait. Et il se trouve qu'à 15 ans, après des études littéraires latin-grec, au lycée, j'ai eu un coup de foudre pour les mathématiques, mais dans le même temps, donc pour une pensée plus rationnelle en quelque sorte, limitée dans ses mécanismes, et un journaliste venait à la maison, sa femme me donnait des leçons de latin, elle avait des yeux verts extraordinaires, je faisais beaucoup plus, je plongeais dans ses yeux verts beaucoup plus que je n'écoutais son latin, et son mari donc était journaliste. Et il nous racontait des histoires extraordinaires, des histoires non pas de fantômes, ce serait un peu simplet, enfin des histoires d'occultisme, d'autres, d'apparitions, de disparitions, les Anglaises de Versailles qu'on a aperçues des années après avec témoignages de police, etc., etc. Et cet homme, et je me disais, je me souviens là une phrase très précise, si un seul de ces événements que cet homme raconte est vrai, ça remet en cause tout ce que j'apprends par ailleurs en physique, en mathématiques, etc. Sans pourtant l'annuler, car il n'était pas question pour moi de renoncer du tout à la rationalité, aux mathématiques, à la physique, absolument pas. Mais peut-être qu'il y a un autre monde derrière qui procède autrement. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ai parlé d'André Breton, et j'ai découvert aujourd'hui, comme quoi tout peut arriver très tard, mais non d'une pipe, encore un hasard objectif, il s'appelait Guy Breton, lui. Autrement dit, celui qui m'a sensibilisé à l'invisible du monde d'André Breton est un journaliste qui fréquentait, quand j'avais 15 ans à la maison, et qui s'appelait Guy Breton. Ça serait ravi, Guy Breton, André Breton. Bref. Et enfin, évidemment pour Breton, le fameux hasard objectif. Le hasard dit objectif est celui qui intervient pour donner à des événements non déterminés par une causalité une apparence de sens et d'évidence. Alors voilà. J'ai un autre rapport à Breton que le hasard objectif. Alors comme exemple de hasard objectif, dans Nadja de Breton, quel joli nom Nadja, comment ne pas tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Nadja, il faut bien dire. Alors, le 7 octobre 1926, il écrit « Avec respect, je baisse ses très jolies dents, et elle, alors, lentement, gravement, la seconde fois sur quelques notes plus haut que la première, la communion se passe en silence, la communion se passe en silence. C'est, m'explique-t-elle, que ce baiser la laisse sous l'impression de quelque chose de sacré, où ses dents, entre guillemets, tenaient lieu d'hostie. » Bon. Ça, c'est le 7 octobre. Et le 8 octobre, Breton raconte, j'ouvre en m'éveillant une lettre d'Aragon venant d'Italie et accompagnant la reproduction photographique d'un détail central d'un tableau d'Uccello que je ne connaissais pas. Ce tableau a pour titre La profanation de l'hostie. Alors, effectivement, Breton, homme marié, Nadja, etc., le baiser, l'hostie, vous voyez, l'hostie, et c'est l'hostie qui vient comme profanation dans le monde. Bon, alors voilà un exemple typique de hasard objectif qui est très ténu, mais qui interrogeait Breton. Mais comment ça se fait ici? Quelle est la probabilité? Il n'était pas un mathématicien pourtant. Quelle est la probabilité pour que je reçoive cette lettre d'Aragon parlant de l'hostie, alors que la veille, Nadja m'a parlé d'hostie? Bon. Ça, c'est pour le hasard objectif. Donc, ce hasard objectif, alors voilà. Alors, dans le cas de mon travail, le hasard objectif intervient de deux façons. Premièrement, dans l'environnement qui entoure et qui déclenche les dessins. Et cela dès le début. Avec la genèse de mes méthodes, dès la rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Robert Changeux, dont je parlerai après. Et deuxièmement, dans la genèse des figures hautement improbables qui en résultent. C'est-à-dire que
Le hasard objectif n'est pas seulement déclencheur du choix d'un dessin et du début du travail ou de la méthode, il gouverne après ces dessins, qui sont parfaitement improbables pour la plupart. Je donne un exemple. Un des dessins qui n'est pas là, j'avais un corpus de 41 points. Je promène l'angle de 37 degrés et je trouve 18 angles de 37 degrés qui réunissent ces points. Très bien. Je mets toujours la bissectrice, car un angle sans bissectrice, c'est comme un poisson sans arête, il va n'importe où. Tandis que la bissectrice donne un axe, une direction précise à un angle. D'où la bissectrice sur mesure de 37. Alors je mets la première bissectrice, la deuxième bissectrice, la troisième passe par le point de rencontre des deux premières. La quatrième passe par le même point de rencontre, la cinquième, la sixième, la septième, c'est pas possible ça, la huitième. Les 18 bissectrices sont concurrentes, avec un corpus de points de hasard absolu. Et je peux vous dire que, sans être un grand mathématicien, moi-même j'ai une petite culture initiale, enfin je n'ai pas continué à travailler, c'est un phénomène de probabilité totalement invraisemblable. Il y a une chance sur 1 milliard de milliards de milliards pour que ça se produise. On peut enfermer quelqu'un, un étudiant de 20 ans dans une salle avec une pointe bic et des feuilles, et lui dire, bon, ben, tu cherches un truc comme ça, à 80 ans, il n'est pas sorti de la pièce. Rien. Alors, d'ailleurs, un jour, je voulais faire un livre préfacé par Hubert Reeves, parce qu'Hubert Reeves avait fait l'introduction d'un livre sur les synchronicités de Jung. Bon. Donc je me suis dit, c'est un homme ouvert à tout ça. Alors je vais à une de ses conférences, et à la fin, je vais le voir, je dis voilà, etc. J'avais déjà écrit, mais la secrétaire avait paumé la lettre, enfin bref, toujours la même chose. Et à la fin de la conférence, je lui montre ce dessin avec les 18 droites de hasard qui concourent. Alors elle est là comme un électrochoc. C'est incroyable. Vous me prêtez votre... J'avais 2 exemplaires de cet ouvrage, en maquette. Il l'a pris, il m'a écrit qu'il ne ferait pas la préface, et il a prétendu avoir perdu le bouquin, que je n'ai jamais pu récupérer. Mais enfin, la fascination du Reeves, qui est quand même un tout petit peu scientifique, montre quand même que c'est extraordinaire. J'allais oublier aussi sur Breton, ce qui me rattache à lui, c'est l'amour fou. Car si vous avez la chance exceptionnelle que je sois avec vous aujourd'hui, c'est parce que, excusez-moi, j'aime bien plaisanter, je suis venu à Metz pour une femme avec qui je pensais avoir trouvé l'amour fou. Voilà. Alors, il se trouve que cette femme, je l'avais connue 40 ans avant, et voilà ce que dit justement Breton, que ce mythe de Vénus est donc à la fois cruel et beau, d'un amour mort ne peut surgir que le printemps d'une anémone, c'est au prix d'une blessure exigée par les puissances adverses qui dirigent l'homme que triomphe l'amour vivant. Alors les blessures adverses, etc., c'était il y a 40 ans, et j'ai cru que triomphait l'amour vivant. Je me suis trompé, et aujourd'hui, Nadja n'est plus Messine pour moi, Nadja c'est Thérèse de Lisieux, dont j'ai offert un grand portrait de 3,40 m sur 2,30 m à l'église Sainte-Thérèse, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je pense en avoir assez dit pour mon rattachement au surréalisme. J'en viens maintenant donc à l'aventure humaine fondatrice, car j'aime autant vous dire que je ne me suis pas mis à ma table de travail un jour en disant « grattons-nous la tête, qu'est-ce que je pourrais inventer pour faire un art surréaliste ?» Absolument pas. C'est venu par un hasard total, un hasard évidemment objectif. Il a commencé comme ça, la rencontre, le 27 juillet 1991, avec Robert Changeux, qui est ce personnage qui est là. Je vous raconte la rencontre quand même, parce que, d'abord je vois que je vais assez vite, je pense que ça va tenir dans le temps. Je vous la raconte parce qu'elle est typiquement surréaliste. Je rentrais du Tour de France, où j'avais fait différents travaux, et 800 km en voiture, 27 juillet, j'arrive à 6 heures, je me dis t'es fatigué, je me couche, impossible de dormir, et à 11 h du soir, je sors, comme un diable de sa boîte, pour aller prendre un pot à la terrasse d'un café au Carrefour des Gobelins à Paris. Et à cette époque, qui n'est plus du tout la nôtre,
Je peux vous dire qu'un 27 juillet à 11 h du soir, la terrasse était pleine, bourrée de monde. J'arrive là, je vais au bar et je me retourne et je vois, regardant dans la rue, un vieux monsieur, un peu Léo Ferré, mais en plus propre. Vous voyez, j'aime beaucoup Léo Ferré. Enfin, dans le style, petite veste, etc., cheveux blancs, un livre blanc à la main. J'avais 55 ans à l'époque, et je peux vous dire que je ne suis pas du tout un dragueur de vieux messieurs dans les bistrots, et pour la première fois de ma vie, j'ai cette pensée en voyant cet homme de dos, en plus, quand même bizarre. C'est dommage que je ne le connaisse pas, il m'intéresserait certainement. Évidemment, je ne bouge pas, Mais il se trouve qu'un autre vieux monsieur que je connaissais, qui s'appelait monsieur Bernard, qui ne me connaissait pas plus que ça, c'était un vieux Parisien qui n'avait jamais connu de femme, qui était dans les livres, sa vieille mère était à l'hôpital, il me disait, elle ne mange que si je vais lui caresser la main, adorable ce type. Et il vient me voir, alors de temps en temps le soir, on buvait une bière ensemble, on parlait de choses et d'autres comme ça. Il vient me voir et il me dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous demander. Allez-y. Écoutez, le monsieur qui est là-bas, je suis sûr qu'il vous intéressera, est-ce que vous me permettez de vous le présenter? Écoutez, c'est fou quand même. Et je vous garantis l'authenticité de ce phénomène. Donc, il va le chercher, et on commence à bavarder. Et, alors, vous savez ce que c'est, des discussions de bistrot, vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. Silence. Et on prononce en même temps, sur le même tempo, les Kinder Totenlieder de Mahler. C'est quand même pas la 9e symphonie. On n'en parle pas tous les jours à la télé. Et on le prononce en même temps, sur le même tempo. Alors ça, c'est un phénomène. Alors j'ai dit, écoutez, c'est invraisemblable. J'ai jamais... Vous vous rendez compte? Oh, il me dit sur les choses qui arrivent. À lui, ça lui arrivait, mais pas à moi. Bref, c'est comme ça que j'ai connu Robert Changeux. C'est quand même assez extraordinaire. Alors j'ai demandé ce qu'il m'a dit, je suis astrologue. Mais vous savez, l'avenir, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les structures. Ah ben, je dis, vous allez faire mon thème. Il m'a fait mon thème, c'est devenu mon meilleur ami, et tout a commencé comme ça. Alors, dans une période qui a suivi, cet homme qui était tout à fait étrange, mais absolument délicieux, André Breton l'aurait connu aussi, il aurait été fou d'un type comme ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Il m'a dit un jour, vous savez, M. Gessling, je pense que votre nombre, c'est 14. Bon, j'ai mis, comme il était extraordinaire, j'ai été marqué, non pas au fer rouge, mais en tout cas, j'ai enregistré, mon nombre, c'est 14. Et il m'a dit, mais vous pouvez être fier, parce que c'était le nombre de Bach. Hein. Ah bon? Oui, mais Bach, alors il faut savoir, moi j'ai un bouquin là-dessus de 300 pages, que Bach, B plus A plus C plus H en numérologie, ça fait 14. Bach le savait, c'est un grand numérologue. Et vous avez dans des cantates, certaines cantates, j'ai une thèse là-dessus, toutes les 86 mesures, parce que 8 et 6, 14, une modulation. Vous voyez. Donc j'étais évidemment fier d'avoir le même nombre que Bach. En plus, 14, dans la spiritualité chrétienne et biblique, c'est le rapport ciel-terre. Les 7 maisons de la terre, les 7 maisons du ciel. Le chemin de croix, 13, c'est la mort du Christ, et 14, c'est la résurrection. Donc, le rapport tertiel. Formidable. Par ailleurs, j'avais fait comme j'ai toujours aimé dessiner, et qu'il avait une espèce de don de prophète, et un jour, à partir d'une grille de loto, d'un dessin que j'avais fait, il me dit « Oh, monsieur Gessling, vous devriez superposer tout ça, ça fera un dessin formidable. » Alors, j'ai en effet fait ce dessin que j'ai appelé le cristal numérologique. Je vais essayer de vous le retrouver, vous le montrer. Alors, ce dessin qui est totalement abstrait, est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Mais je ne le commenterai pas, hein. Voilà. Disons que ce dessin-là est issu d'une grille de loto et d'un dessin que j'avais fait. Il y a plein de propriétés que je vous épargne. Mais disons que, en géométrie de tracé, cet homme, pour moi, avait une espèce de sens comme ça étrange. Un jour, alors maintenant, je commence l'aventure incroyable qui s'est passée et que je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc ça, c'était Robert Changeux. Image suivante. Un jour, je devais faire un livre en collaboration avec Maria João Pires, la pianiste portugaise. Je
pourrais en parler encore 2 heures, celle-là, mais on n'a pas le temps. Et donc, des étudiants russes, j'étais prof de maths dans une école d'architecture, et des étudiants soviétiques à l'époque avaient apporté, il me semble, oui, avaient apporté du caviar comme moyen de troc. J'avais donc une petite boîte de caviar, j'avais 200 grammes de caviar dans mon frigo. Moi, j'avais une copine qui m'avait dit on pourrait le manger ensemble un jour. Et là, je n'ai pas été gentil du tout avec elle. Pour faire ce travail pour un mariage au Pires, je me suis dit je vais dîner avec cette boîte de caviar. Bon, alors, une bonne bouteille de Bordeaux, du pain bis, du beurre, la boîte de caviar. Je l'ouvre. Je fais mes 48 pages pour Pires. Et au lieu de jeter le couvercle, la boîte de caviar, je le regarde. Et il y avait 14 grains qui faisaient cette figure. Alors, étant donné la sensibilisation que m'avait donnée Robert Changeux au nombre 14 et au tracé géométrique, aujourd'hui je ferai une photo avec cet appareil-là. À l'époque, j'ai posé un calque et j'ai noté les points. Et j'ai commencé à regarder les propriétés de cette figure. Je passe sous silence, j'ai vu un certain angle, etc. Et j'ai appelé Robert Changeux à 1h du matin, on était au bistrot, montrez-moi votre dessin. Et là a commencé une espèce de séance incroyable, parce que je me suis aperçu que le premier angle qui est là-haut, peu importe les détails que vous comprenez ou pas, ça n'a aucune importance, c'est le fait qui compte. En même temps, je reportais cet angle dans la circonférence pour voir combien de fois il y était. Il y était 14 fois. Alors ça, c'est fantastique. Je calcule donc 360 sur 14 et j'obtiens 25,7 degrés. 2 et 5, 7, c'était 7, 14. Encore 14. Et ça a continué. Non mais, c'est assez... Là, c'est vraiment le hasard objectif. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Et, à un moment, je dis, dans tel secteur, il doit y avoir un angle qui fait 38, 39 degrés. Et à ce moment-là, Robert Changeux, je serai plus bref après, hein, mais pour le lancement de l'histoire, vous comprendrez mieux comme ça. Robert Changeux s'écrie « Ah, non, monsieur Guessing, vous verrez, c'est 37, l'origine de 37, et vous verrez, c'est l'angle du Vulcain idéal. » Alors, qu'est-ce que c'était Vulcain? Il faisait des dessins en V, comme ça, qui symbolisaient une planète invisible qu'un de ses amis astrologues, Jean Carteret, dont on a parlé d'ailleurs sur France Culture pendant une époque, un type tout à fait invraisemblable, encore pire que Changeux, qui était pour Changeux ce que Changeux était pour moi. Vous verrez, c'est l'angle du Vulcain idéal. Bon, très bien. Et vous trouverez un point invisible dans ces parages-là. Alors, moi, étant donné la force de ce dessin, dès le soir, je cherche... Non. Voilà. Je regarde les grains de caviar. Vous voyez, ils sont en blanc ici. Et je trouve en effet une figure, c'est-à-dire je trouve 3 angles, 4 angles même, de 37 degrés. Vous voyez? Alors, en passant par les points, hein, c'est-à-dire que c'est ces points qui déterminent, dont les bisectrices sont concurrentes, c'est un effet de hasard incroyable, dans la zone où Changeux m'avait dit il y a un point invisible dans cette zone. Alors évidemment, formidable. Après, il me dit le lendemain, alors je fais le dessin, hein, et le lendemain il me dit regardez le rapport entre ce segment et celui-ci. Et je mesure et je trouve 1,4, encore 14. Alors, cet événement, si vous voulez, a été totalement fondateur, parce que la probabilité pour qu'un tel événement survienne, elle est complètement nulle. Et quand vous repensez à ce que je vous disais sur un invisible du monde, décrypter quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas, typique. Donc, j'étais tout content de ça. 3 semaines après, Robert Changeux meurt. Et moi, je ne m'attendais pas du tout, évidemment. Et donc, je n'ai pas eu le temps de lui demander, mais pourquoi vous m'avez dit 37? Après tout, il m'avait dit 37 degrés, mais pourquoi? Donc, je ne saurais jamais pourquoi il m'avait dit 37 degrés. Voilà. Alors, je continue. Il meurt. Et donc, bon, on veille le corps, etc. Et un soir, à 2h du matin, j'étais avec un de ses amis astrologues, un jeune, et il y avait au mur, chez Robert Changeux, une grande carte du ciel. Car il était non seulement
astrologue, mais il avait une formation scientifique et il avait fait une carte du ciel avec toutes les magnitudes qui avait été saluée par le professeur d'astronomie, pas astrologie, astronomie à l'école polytechnique. Et donc cette carte, il m'en avait donné un double. Elle était là. Et ce jeune astrologue, une quarantaine d'années, je lui montre ce dessin-là. Alors, il se lève, c'est stupéfiant, il se lève et il me dit « Ah, dans cette zone du ciel, tu vas trouver pareil. » Moi, étant donné que cette espèce de pêche au lancer incroyable fonctionnait depuis déjà des mois avec Robert Changeux, je prends ça au sérieux. C'est là que c'est surréaliste. Que toute personne raisonnable dirait vous arrêtez tes conneries, excusez-moi. Non. Mais non, je me dis, ah, pourquoi pas. Donc, j'agrandis la carte du ciel en question et je me dis, il faut que je trouve dans ces étoiles la même chose, une constellation qui ressemble à celle des grains de caviar. Et tout de suite, je fais ce choix-là. Et puis très vite, j'élimine une des deux, et voilà la constellation qui ressemble, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même, mais elle ressemble à la précédente. Et je passe à la moulinette du 37 degrés avec la bissectrice, la même chose, et boum, et je trouve exactement la même figure, c'est-à-dire les trois bissectrices, d'abord les trois angles de 37 degrés, vous les voyez, hein, c'est pas la peine que j'ai pris ça, mais c'est pas très utile, et le point de rencontre des trois bissectrices, c'est quand même fou ça. Et quand je calcule le rapport entre ce côté-là et ce côté-là, rouge, 1,4. Alors avouez que, bon, moi je suis quand même scientifique, hein. On est scotché quand même. Et en fait, ce qui m'a poussé, si vous voulez, dans ce travail, qui peut sembler complètement délirant, je veux bien, mais enfin, l'intérêt de ce travail, c'est qu'à chaque fois, je trouve quelque chose, alors que normalement, je ne devrais pas trouver. C'est fascinant. Alors, voilà, donc, deuxième dessin. Ensuite, j'avais fait, après la mort d'Herbert Changeux, ça c'est lui, au Cap de la Hague, c'est sa femme qui m'avait donné cette photo. Je vous passe sur les détails, mais j'en avais fait une analyse géométrique fondée sur la géométrie projective. C'est-à-dire que ce qui intéresse, ce sont les alignements de points ou les congruences de droite, voyez, qui sont d'ailleurs en projective équivalentes. S'il y a des mathématiciens ici, ils le savent, c'est pareil, les droites qui se rencontrent ou des points alignés. C'est pareil. Donc j'avais fait ce dessin comme une espèce de folie. Et un jour, parce que j'écoute toujours, et ça c'est surréaliste aussi, j'écoute toujours ce qu'on me dit. Je montrais ce truc-là à un ami, ce dessin plutôt, je ne devrais pas parler vulgairement comme ça, mais enfin bon, c'est fait. Et donc, il me dit, ah mais écoute, tu devrais trouver dans les points d'intersection qui sont là, les points jaunes, tu devrais trouver une constellation qui ressemble aux deux précédentes. Alors moi, aussitôt dit, aussitôt fait, et là voilà. Et je choisis donc les mêmes points, vous voyez, enfin, qui ressemblent, ça ressemble beaucoup. Hein. Et cette fois, il y en a bien 14. Et ça recommence. Ouais, c'est quand même fou, non? Ça recommence, et il se trouve que, et le rapport 1,4, pareil. C'est-à-dire les trois angles, les points de rencontre des bissectrices, et le rapport 1,4 entre ce côté-là et ce côté-là. Alors, comprenez, quand on fait des sciences, on expérimente, on trouve le même résultat, et là, 3 fois, je trouve le même résultat, à partir de données complètement folles, entre guillemets. Aucune rationalité. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Bon, très bien. Je suis pianiste, je fais du piano, et sur mon piano, il y avait un dessin que m'avait offert Robert Changeux quand on s'était connus. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, bon, j'étais là comme ça, je tombe sur, et je dis, mais au fond, peut-être que je vais trouver là-dessus aussi la même chose. Il me suffit de choisir des points qui ressemblent. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je choisis cette constellation dont vous voyez qu'elle regroupe un peu les mêmes points. Alors elle est quand même assez distordue par rapport aux précédentes. Alors vous voyez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est
je suis en terre inconnue, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je décide de le faire, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et bien, qu'est-ce que je trouve? Encore la même chose. C'est-à-dire, les trois bissectrices, les trois angles 37 degrés, le point commun ici, et le rapport 1,4. Écoutez, avouez que quand même, c'est quand même complètement stupéfiant. À ce moment-là, il se trouve que je connaissais à l'époque un jeune réalisateur de télé, tout à fait charmant, un petit peu imbu de lui-même. Hein. Bon, enfin charmant, hein. Je dis ça parce que, bon, c'est normal, les médias, on sait ce que ça produit comme type de caractère. Et je lui montre mes 4 dessins. Alors, il le prend un peu d'eau. On faisait de la gymnastique ensemble pour ne pas prendre de poids tous les dimanches matins. Et alors, dans une salle de gym. Hein, et alors, il me dit, oui, mais enfin, écoutez, vous en avez 4. Laquelle est la bonne? Après tout, c'est pas sérieux. Mais il a raison, laquelle est la bonne? Donc, je me suis posé la question à ce moment-là, faire la synthèse de mes 4 dessins. Alors, les 4 dessins, je les remets là, les uns à la suite des autres, pour vous les montrer, mais exprimés de la même façon. Vous voyez, c'est vraiment une proximité tout à fait incroyable. Alors, je décide de regarder toujours la méthode scientifique, c'est-à-dire que, pourquoi la méthode scientifique? J'applique une rigueur de procédure, on va dire, à des choses pataphysiques. Mais je ne fais pas de la pataphysique avec la procédure. C'est-à-dire que tout ce que je fais, on peut dire que ça ne sert à rien, que ça n'a pas de sens, je l'accepte. Mais la procédure, elle est d'une précision absolue et on ne peut pas me chipoter sur la procédure. Donc, je regarde les points, comment interviennent les points homologues de ces différentes constellations, et je cherche les points qui interviennent le plus dans la figure. Et il y en a 3. Ils interviennent 4 fois dans chaque figure. Donc, les autres interviennent soit 3 fois, soit 2 fois. Donc, je décide de prendre ce triangle comme triangle de référence, et toujours la rigueur de la procédure, je décide que cette base, de ce point-là à ce point-là, je vais la mettre à la même échelle pour tous, de façon à avoir un étalon de comparaison entre les dessins. Ce que je fais là, alors vous voyez ici, je dessine avec différentes couleurs, et à partir de ces 2 points qui sont mis à la même échelle, photocopie maintenant, 68%, rendement, etc. Et j'obtiens donc, en prenant les barycentres des points homologues, toujours la procédure absolument rigoureuse, pour que les barycentres, c'est comme ça, parce que les barycentres me permettent de remplacer 4 points par un seul point. Et voilà la constellation que j'obtiens. Ces points-là sont les barycentres, donc vous voyez qu'elles ressemblent, évidemment. Alors, évidemment, je passe ça à la moulinette du 37, vous j'embête pas trop, non, ça va? Non, vous me dites, hein, si je suis trop long, mais enfin bon, c'est ça le travail, quoi. Et je passe à la moulinette du 37. Et la stupéfaction, que j'espère vous partagerez, je trouve non pas 3 angles, mais 6 angles de 37. En voilà un là, un là, un là, un là, un là et un là. Dont les bissectrices se recoupent 3 à 3. Ah, écoutez, gentil. Normalement, c'est le désordre. Les bissectrices se recoupent 3 à 3 pour former un triangle. C'est quand même complètement... Alors, vous savez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça finit par faire beaucoup. Et ici, je vous montre, dans le cas général, quand on fait se rencontrer 6 bissectrices, on obtient 15 points. Et dans ce cas particulier, on n'obtient que 9 points, avec le petit triangle qui est en haut. Donc, c'est déjà exceptionnel. Et puis, comme j'ai dessiné des centaines d'ellipses dans ma préparation à la Polytechnique, parce qu'à cette époque, on faisait beaucoup de géométrie descriptive, c'était ma partie forte, la géométrie descriptive, ils n'en font plus maintenant, c'est pas une critique. Bon, j'ai le sens d'une ellipse, je sais ce que c'est. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais tiens, c'est 6 points. Est-ce qu'il ne serait pas sur une ellipse? Alors, je fais la bande de papier, enfin plutôt, je cherche les axes de l'ellipse,
avec la méthode de la bande de papier, je vérifie que ces 6 points sont bien sur cette ellipse que je trace. Alors c'est formidable déjà, parce que ça donne une figure beaucoup plus intéressante encore. Vous voyez. Alors la probabilité pour que ces 6 points soient sur une ellipse, excusez-moi. Et puis, un jour, un ami, le même qui m'avait dit, tu devrais chercher ça ici, il me dit, mais ton triangle, le petit triangle là, il a sûrement des propriétés dans ton histoire. Alors, je me grattais la tête, comment faire? Et soudain, Eureka, qu'est-ce qu'une ellipse? C'est la projection d'un cercle. C'est par affinité, on passe du cercle à l'ellipse et réciproquement. Ah, ben je me dis, je vais voir ce que devient le fameux triangle par l'affinité inverse qui permet de passer du cercle à l'ellipse. Et plutôt de l'ellipse au cercle. Alors, construction de l'affinité, bon, vous n'êtes peut-être pas tous mathématiciens ici, enfin bref, il y a une construction géométrique précise, et j'obtiens ce triangle-là. Et tenez-vous bien, quel est l'angle ici? 37 degrés. Et quelles sont les proportions de ce triangle? 3, 4, 5. C'est-à-dire que je découvre que ce fameux angle de 37 degrés, c'est l'angle du triangle 3, 4, 5 qui a servi pour les cathédrales, pour les compagnons, avec la corde à 12 nœuds à faire l'angle droit. C'est un angle, c'est un triangle qui a été utilisé par le Corbusier dans son moduleur, parce qu'il est en relation avec le nombre d'or, et c'est un angle, c'est un triangle qu'on trouve dans une fresque, enfin une fresque, un bas-relief dans les pyramides, c'est le pharaon en érection, adossé à l'hypoténuse du triangle 3, 4, 5. Pas rêver mieux. Non mais c'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire que le fameux angle de 37 degrés, à 1/300e près, il est là. Et il est là. Alors, ça m'a donc, si vous voulez, alors voilà, donc je découvre à ce moment-là que non seulement l'angle de 37 degrés est en relation avec les tracés de la géométrie architecturale et symbolique, on va dire ésotérique, hein, mais qu'en plus, il était dès l'origine dans le dessin. Voilà le premier dessin. C'est le premier, les grains de caviar. Quand vous regardez les angles, ils sont tous là. Et je découvre aussi que le triangle de Pythagore qui est ici, vous voyez, qui était là, c'est le quart de la figure que j'avais appelée Vulcain, parce que son jeu appelait ça Vulcain. C'est-à-dire qu'on prend 4 triangles de Pythagore, on les assemble, et on obtient cette figure que vous voyez sur mes dessins. Ouais, c'est quand même assez stupéfiant. Alors, si vous voulez, la probabilité, je suis dans les temps, je pense, j'espère pour vous, mais la probabilité pour que cette chaîne d'événements ait lieu, elle est vraiment, c'est totalement infime. Ça pose vraiment une question. On peut quand même s'interroger. Alors je sais bien que là il y a 2 sortes de gens. Il y en a qui disent oui, bon, mais enfin, c'est le hasard. Mais un hasard qui a une telle puissance, c'est quand même assez étrange. Alors, voilà l'origine donc de tout mon travail. C'est cette espèce d'aventure totalement surréaliste, voyez, mais en même temps absolument rigoureuse dans sa méthodologie. Et je pense que c'est ça l'originalité de mon travail. Alors, je vais maintenant aborder la dernière partie, qui est un exemple, la Pietà d'Avignon. Voilà. Alors, je vais un jour à Avignon dans un musée où il y avait cette copie, l'original est à Paris, je crois, de la Pietà d'Avignon, d'Enguerrand Carton. Évidemment, avec tout ce travail de géométrie, j'ai acquis un œil, une espèce d'œil laser, qui fait que je reconnais sur une figure 37 degrés et son multiple 3 fois 37. Parce que une chose très belle, alors 37 propriétés, 37 est égal à 111 sur 1 plus 1 plus 1. Alors pour un arithméticien amoureux de... Enfin, il y a une esthétique dans les mathématiques, et en tout cas dans l'arithmétique. Fermat était sensible à cette esthétique. Je ne sais pas si on l'est toujours, mais Fermat, le grand Fermat du théorème,
tu es sensible à ça. Donc, que 37 soit égal à 111 sur 1 plus 1 plus 1, moi, ça me ravit. Donc, l'angle de 111 degrés, qui est d'ailleurs l'angle qui est ici, là, ça c'est 111, vous avez 37 ici, 37 là, 37 là, et 111 est ici. Bon. Cet angle de 111, donc, je l'avais dans l'œil. Et je vois tout de suite que le corps du Christ, ici, est plié à 111 degrés. Voilà. Alors, ce dessin, vous l'avez à l'exposition. Et donc, à ce moment-là, alors c'est le déclencheur, en quelque sorte, de hasard objectif. C'est tout d'un coup, c'est comme dans Nadja. Hein, elle dit ça. Ah, elle a dit ça. Bon. Donc là, 111, il y a 111. Donc, je fais ça. Et non seulement il y a 111, mais il y a aussi 74, que je n'ai pas vu tout de suite. Ah non, alors le 111 est sur, voilà sur le dessin final que vous avez là. Donc le décryptage du tableau que vous avez là-bas, il est là. Et je m'aperçois que 74, c'est-à-dire 2 fois 37, est égal, c'est l'angle entre cette fois le bras et le thorax du Christ. Et donc, il apparaît dans le dessin. Vous voyez ? Voilà comment commence un dessin. Alors après, je fais le travail que j'ai annoncé au début. Je cherche tous les angles de 37 degrés avec leur bissectrice et je les mets sur la figure. Alors vous direz, bon, ben, comment c'est possible? Alors je reviens en arrière. Si vous regardez ici, il y a un pli. Et d'abord, il y a le câble qui intervient. Il y a un pli de vêtements. Boum, ça fait 37, toc, je le note. Et il y en a d'autres un peu partout. Hein, comme on n'a pas le temps de regarder. Et puis d'ailleurs, moi-même, une fois que le dessin, une fois que j'ai mis en calque les couleurs et tout, bon, ben, je me fais confiance, mais où est-il? Bon, bref. Donc, voilà tous ces angles. Avec leur bissectrice. Ça fait quand même un paquet. Alors, à partir de là, j'applique la deuxième phase. Je cherche les angles de 37 degrés qui réunissent les sommets de ces premiers angles. Ça, c'est les points. Ça, c'est mon corpus, maintenant, de points. Voilà. Il n'y a plus que ça, maintenant. C'est-à-dire que j'oublie tout le reste. J'ai un corpus d'un certain nombre de points qui sont là, et je vais travailler là-dessus. Alors, comment je travaille là-dessus? Je cherche les angles de 37 degrés qui réunissent les sommets les uns aux autres. J'en trouve. Par contre, je n'ai pas trouvé de mathématicien. Moi, je ne connais pas les probabilités. Il fallait que je m'y mette, mais bon, je suis un peu paresseux, il y a autre chose à faire. Mais j'aimerais bien trouver un mathématicien qui me dise la probabilité pour qu'à partir de ces points, vous trouviez à nouveau 37 degrés 4 fois. Car bon, je ne l'ai pas fait. Enfin, voilà, ça c'est ma deuxième couche. Et enfin, la troisième couche, c'est la figure Vulcain que vous avez maintenant appris à voir, dont vous constatez qu'elle est d'abord de ce point-là à ce point-là qui existe dans le réseau. Et à ce point-là, il y a la même distance. Et ensuite, ce point-là est un point du réseau, boum, je joins. Ce point-là, c'est le point du réseau, je joins. Ce point-là est un point du réseau, etc. Ici aussi, ici là. Donc, je trouve dans l'ensemble du réseau les points qui, naturellement, construisent la figure Vulcain. C'est-à-dire que jamais je ne la mets sans qu'il y ait cette occurrence. Vous voyez, je ne décide pas, il va être là, et puis je me débrouille. Non. C'est-à-dire qu'il y a encore une probabilité, à mon avis, très faible pour que ceci apparaisse. Par ailleurs, tout le travail que je fais est en géométrie projective, rencontre, point de concordance, mais il se trouve que la projective ne conserve pas les angles et pas les distances, et là j'obtiens une figure qui est en vraie grandeur. Voilà. Alors, maintenant j'en viens pour terminer sur... Je vais bientôt finir, rassurez-vous. Pour terminer avec Hangar en carton, parce que je ne vous ai pas encore parlé de la petite recherche et des évocations que je fais, qui sont cette fois d'un ordre carrément ésotérique. Alors, j'en donne un exemple ici. Je m'aperçois que, alors qu'ils n'ont aucun rapport entre eux, cet angle-là de 37
et cet angle-là 37. Ils n'ont aucun rapport dans le dessin en gare en carton. Évidemment, on n'a pas choisi de faire un pli pour avoir mon 37, c'est évident. Ces angles rencontrent les bords du tableau au même point. Ce côté-là de l'angle et ce côté-là de l'angle, boum, ça tombe là. La bisectrice, tac, ça tombe au même point. Et là, ça tombe au même point. Alors ça, c'est une rencontre vraiment pataphysique, mais qui existe mathématiquement. Géométriquement, c'est comme ça. Et, évidemment, curieux, je mesure ces trois angles. C'est le même angle, 44 degrés. C'est fou. Alors vous direz, vraiment, il s'intéresse à des trucs qui n'ont aucun intérêt, et on s'en fout, c'est le même angle. Moi, je vois l'intérêt au niveau de la probabilité pour que ça ait lieu. Vous voyez ? Que l'image parle comme ça, c'est fou. Donc, j'ai trois fois le même angle ici. Alors, je me lâche à ce moment-là sur la chrétienté, et je dis, le mystère de la Trinité, symbolisé par 111 d'ailleurs, 111 sur 1 plus 1 plus 1, c'est la Trinité. Cet angle-là se divise en trois et se recompose en un. Donc, si je veux, mais là c'est la poésie pure, hein, je cherche, ne prenez surtout pas comme une croyance ou comme une démonstration. Pour moi, c'est un rêve que je m'autorise à faire sur l'intérêt de cette figure. Eh bien, la chrétienté et la Trinité, et bien voilà, cet angle-là, 1 devient 3, 3 devient 1. C'est le dialogue entre 1 et 3 qui est le mystère de la Trinité. C'est pas tout. Alors voilà les points en question, bon, sur la figure, utilisant la question. Et là, je me disais, parce que je mets souvent le triangle 3, 4, 5, que vous voyez ici, je le mets souvent en position évidente si ça m'intéresse. Je dis, tiens, où est-ce qu'il serait bien? Et je découvre que la Vierge Marie, là-haut, est coiffée non seulement par la pointe de Vulcain, mais par deux triangles de Pythagore, deux petits triangles 3, 4, 5, qui sont le symbole du pythagorisme, c'est-à-dire avant la chrétienté. Oui, mais ces deux triangles, ils forment une croix. Ils sont exactement perpendiculaires l'un à l'autre. Or, la croix, c'est aussi le symbole de la chrétienté. Par conséquent, j'ai trouvé, avec ce dessin, un commentaire off, en quelque sorte, qui me parle et de la Trinité et de la croix. Tout ça sur la descente de croix de la Pietà d'Avignon d'Enguerrand-Carton. Alors, cet exemple, je l'ai choisi parce qu'il va très très loin dans cette rencontre, mais la plupart des dessins qui sont là-bas ont quelque chose, sinon d'aussi fort, tout au moins d'équivalent. Alors, si vous m'autorisez, je terminerai par quelques propriétés, parce que 37, vous me direz, oui, mais pas 37, qu'est-ce que c'est 37, etc. Alors donc, j'ai fait ici quelques petits éléments mathématiques sur 37. Donc je vous ai dit que 37 était égal à 1, 1, 1 sur 1 plus 1 plus 1, c'est pas mal. Mais 37 est égal aussi à 3 au cube plus 7 au cube sur 3 plus 7. Okay, mais c'est joli. C'est égal aussi à 3 fois 11,1 plus 11,1 sur 3. Alors ça, c'est la beauté des mathématiques. Je suis désolé, la beauté de l'arithmétique. La somme des 37 premiers entiers est égale à 703. C'est-à-dire, on retrouve le 3 et le 7. Il n'y a que deux nombres, à ma connaissance, dont le total correspondant utilise les mêmes chiffres. Il y a 19 qui fait 190 et il y a 37 qui fait 703. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant, tout bretonnant que je suis, que mon matricule à Polytechnique, que j'avais sur le revers de l'uniforme, était 703. C'est pas mal. Fermat avait remarqué que 343 est égal à 7 au cube. 4 et 3, 7, oui, 7 au cube. Encore une magie de 37. Plus grave, et là vous allez frissonner de terreur, 666, le fameux nombre de la bête, oui, dont j'ai entendu dans une émission récemment que même les kabbalistes s'interrogent. Il ne s'agit pas d'être primaire et de dire que c'est une catastrophe sur 66. Bon, ça pose des problèmes. Mais bon,
Mais quand vous ajoutez 37 à 666, vous obtenez 703. C'est beau. Autrement dit, 37, mon 37, si j'ose dire, le 37 de Robert Songeux, guérit 666. Écoutez, c'est pas mal. Voilà. Par ailleurs, 37 en base 2, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1. On retrouve 111. Alors maintenant, pour repasser, et ça sera bref, et là c'est une espèce de récréation, si vous voulez, sur est-ce qu'on trouve 37 dans la vie. La température du corps, bon, vous savez que c'est 37. Au billard, il y a une figure qu'on ne peut faire que si il y a un angle de 37 degrés quelque part. En dessous, ça ne marche pas, au-dessus, ça ne marche pas. Les couches d'argile sur lesquelles on peut construire un bâtiment sont dangereuses à partir de 37 degrés. En dessous, on peut construire. Au-dessus, il ne faut pas construire, ça glisse. Le comte Sforza, à la Renaissance, a été assassiné par un sbire du pape Borgia, c'était homme si sympathique, de 37 coups de couteau. Je ne sais pas comment on le sait, mais la lame à Fatima du gars qui a voulu tuer le pape faisait 37 cm. Hannibal a traversé les Alpes avec 37 éléphants. Non mais ça c'est pour vous amuser. Hein. Hérode, roi de Judée, quand même important dans l'histoire, a été fait roi en moins 37 avant Jésus-Christ. Le Bugaled, vous savez, en Bretagne, a coulé en 37 secondes. Le Titanic a heurté 37 secondes après l'iceberg, après le cri de la vigie apercevant l'iceberg. Ariane 5 explose en vol après 37 secondes, et en plus, son moteur s'appelait Vulcain. Pas mal. L'euro, 6,55 957. Vous faites la somme de chiffres, ça fait 37. Et pour terminer, une petite anecdote sur Néron, dont évidemment il est difficile d'assurer l'exactitude. Néron va à Delphes, il avait 31 ans, et il s'inquiétait beaucoup, Néron, de la date de sa mort. Alors l'oracle lui répond, méfie-toi des 73. Il repart tranquille, il dit, j'ai encore 42 ans à vivre. Manque de bol, un certain Galba l'a tué, et ce Galba avait 73 ans. J'ai terminé. Alors si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Sinon, eh bien, on se quitte. Ah oui, quand même. Allant à Paris dans une galerie rue de Seine spécialisée dans le surréalisme, je suis tombé sur un timbre-poste où Marcel Duchamp avait écrit « Pour André Breton, Marcel Duchamp, octobre 37 ». Alors évidemment, je ne l'ai pas loupé, j'ai fait la photo. Et par ailleurs, la hampe du P de Duchamp fait exactement 37 degrés avec le bord du timbre. Alors, bon, vous direz, bon, il est complètement fou. Mais enfin, c'est quand même un jeu de pistes assez extraordinaire. Et j'attends la personne qui me dira que tous ces événements sont totalement insignifiants. Si vous avez des choses à me demander, je suis à votre disposition. Sinon, on s'en va. Les étudiants, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis prêt à entendre qu'on me dise, écoutez, on a vraiment entendu un type complètement comme ça, j'y suis prêt, mais je revendique absolument le sérieux du travail technique de géométrie là-dessus. Et pour moi, ce qui fait l'intérêt, c'est que la pataphysique, avec Jarry, avec Duchamp, avec d'autres, ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait, à ceci près que le docteur Vostrol de Jarry habite au 37 rue Tartampion, je ne sais plus le nom de la rue. Vous voyez? Par conséquent, ce qui fait, me semble-t-il, la spécificité de ce travail, c'est que sur des bases tout à fait aléatoires, complètement comme ça, à la limite délirante, hein, la géométrie qui est produite est-elle d'une rigueur absolue. Là, c'est quelque chose que vous recherchez, c'est ça que vous recherchez. Ben, je le recherche, mais... Vous le rencontrez incidemment, mais c'est ce qui vous interpelle en tout cas.
Bah Vous écoutez... n'auriez pas pu partir le plus sur 43 ou 38. Mais non, mais alors là, je réponds... Et vous trouvez aussi. Je vous réponds tout de suite que je n'ai pas cherché, c'est la vie qui m'a donné ça. Oui, Et à partir du moment où cet angle 37, ce nombre 37, m'amène d'abord à faire des expositions, après tout, je n'aurais rien dit aujourd'hui. Vous avez les tableaux, ils vous plaisent, ils ne vous plaisent pas, mais enfin ils existent. Par contre, ce que vous dites, il se trouve que j'ai un ami polytechnicien qui a dirigé l'INSERM pendant 14 ans, 14, comme par hasard, évidemment, mais là je m'amuse. Et cet homme, qui est un grand scientifique, vraiment, beaucoup plus que moi, il est sorti premier de l'IX, etc. Il a démissionné pour faire de la recherche scientifique, il s'appelle Philippe Lazare. Eh bien, il est, au début, quand je faisais tout ça, il trouvait ça extrêmement bizarre, mais maintenant, il l'a intégré, hein, il ne peut pas comprendre, il ne comprend pas plus que moi, mais il ne considère pas du tout ces phénomènes comme anodin, si vous voulez. Par contre, la méthode scientifique pour les étudier, elle n'existe pas. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Pourquoi je parlais de lui? Parce qu'il m'a posé cette question. J'avais fait un dessin un jour avec 14 points au hasard que j'ai fait moi sur une feuille de papier pour voir ce qui se passait. Et j'ai promené 37 et boum, j'ai trouvé le dessin. Et il m'a dit, oui, bah, écoute, c'est très bien, mais est-ce que ça marcherait avec d'autres angles? Et j'ai fait varier l'angle de 2 degrés en 2 degrés. Et j'ai repassé à la moulinette sur ces poules. Il ne se passe rien. Alors, 39 degrés, 41 degrés, rien, ni au-dessus ni en dessous, une vingtaine d'angles. Et au moment où on passe au 37, tac, le dessin sort. Donc, si vous voulez, j'en déduis rien, mais j'ai tenté sur d'autres angles un petit peu, il ne se passe rien. Si on croit au hasard. Ben, vous savez, moi je ne crois à rien. Je ne crois à rien parce que je pense que le mot croire ne peut s'appliquer qu'à Dieu. Et on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. Bon. Mais on ne peut pas croire à autre chose. Parce que croire, c'est abandonner sa faculté de jugement. Hein? Parce que si vous croyez, je crois, etc., vous n'avez plus à raisonner dessus. Vous croyez, c'est terminé. C'est la fameuse opposition entre la foi et l'analyse. Par conséquent, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais le mot croire, je ne peux pas l'employer. D'ailleurs, je me refuse de l'employer. Parce que moi, j'ai l'intime conviction, mais ce n'est qu'une intime conviction, ce n'est pas une croyance, que ce nombre 37 a quand même des propriétés singulières si on donne crédit au concept le mystère du monde. Je le crois quand même. C'est-à-dire que, alors évidemment, si j'avais 2 vies, j'aurais 40 ans, mais moi j'ai autre chose à faire, je pourrais essayer sur d'autres angles, mais j'ai pas envie, c'est perdre mon temps. Je préfère creuser là-dedans, si vous voulez. Mais j'ai quand même l'intime conviction que ce 37 n'est pas comme un autre nombre, n'est pas comme un autre angle. Alors maintenant, quant à interpréter en quoi il est différent, qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il a de moins, à quoi il correspond, ça c'est une autre paire de manches. Mais si j'avais encore 50 ans à vivre, je m'attellerais à ça. Mais vraisemblablement, bon, je pense qu'à 123 ans, je serais au 37e dessous. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, ce qui me plaît là-dedans, si vous voulez, je cherche rien à démontrer. Je cherche à faire partager une aventure dont j'ai la certitude qu'elle est en probabilité exceptionnelle. Parce que quand vous dites le hasard, ça arrive à tout le monde et c'est ça, oui, certes, mais pas ces choses de géométrie. Non, ça, je connais personne qui fait ça. J'ai pas fait exprès, ça m'est tombé dessus. Autrement dit, cette espèce de parcours, cette création quand même vraiment étrange, si vous voulez, je me sens une espèce de devoir, j'ai envie de la communiquer, quoi. Et je voulais dire, que c'est pas très facile, hein. C'est pas très facile parce que c'est quand même, moi des scientifiques,
Bon, je suis maladroit pour les contacter sans doute, tirer les sonnettes, je ne sais pas. Et puis, quel est l'angle que je vais prendre pour dire mon travail est sérieux? Épouvantable. Je pense avoir fait un pas aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à cette conférence, en expliquant qu'il y a le côté pataphysique d'un côté, et je me rattache pour ça au surréalisme, parce que le surréalisme, c'est un mouvement humain qui a existé. Ce ne sont pas des sectaires qui ont fait le surréalisme, comme Breton. Mais Breton était sectaire, mais pas vraiment. Bon, il avait un caractère un peu spécial. Il était extraordinaire, Breton. Voilà. Mais si vous voulez, il y a là-dedans quelque chose que j'ai envie de partager. Je ne peux pas m'en empêcher, il n'y a rien à faire. Alors, on me fait tout le temps ça. Oui, mais c'est pas ce que vous cherchez, 37, que vous le trouvez. Si un jour je suis à ma fenêtre, boulevard Sébastopol, à Paris, et que je vois passer un diplodocus, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important? C'est que moi je l'ai vu passer ou que ce soit le diplodocus qui monte le boulevard Sébastopol? Donc la question tombe d'elle-même. Je ne suis qu'un observateur. Et alors, ce qui compte, c'est le fait d'observer. Mais en effet, les gens se défendent en disant « Oui, mais c'est pas que tu le cherches que tu le trouves. » D'abord, je le cherche, mais je ne le mets pas s'il n'y est pas. Vous comprenez? Je ne le mets pas s'il n'y est pas. Je ne vais pas forcer. C'est déjà arrivé? Alors ça, c'est une de mes interrogations. Je n'ai pas la réponse, mais quand je choisis un dessin, ça ne rate jamais. Alors là, ou bien j'ai trouvé une loi universelle des images, à ce moment-là, Einstein n'a qu'à bien se tenir, ou bien j'ai un bol, je n'ose pas dire de cocu, enfin bon, je le pense, mais je vais toujours au bout, ça marche toujours. Ça c'est le laser, ça. Ben oui, mais alors le laser, c'est le laser objectif alors. Ah oui.